Bon, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bruno Dufay. Bruno Dufay est un consultant. Il accompagne les personnes qui sont en transition professionnelle. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'individualiste hyper connecté aux éditions L'Harmattan, en 2018. Et il est scientifique de formation en intelligence artificielle. Et il a fait carrière dans les services informatiques. Et il est passionné par les évolutions sociologiques, les nouvelles technologies et leur impact sur l'homme et la société. Et aujourd'hui, il va nous parler des transformations de l'éducation sous l'effet du numérique. J'ajoute qu'on se connaît avec Bruno depuis un peu plus d'1 an parce qu'on participe tous les deux à une équipe d'animation du futur centre Teilhard de Chardin qui s'occupe d'écologie intégrale et qui a lieu actuellement à la Clarté-Dieu à Orsay. Donc, on mène ça un petit peu de parallèle, il y a beaucoup de choses dans le secteur. Bruno, je suis ravi que tu puisses nous parler ce soir. Merci. Alors, je peux faire peut-être un petit peu de pub pour la prochaine conférence du Centre Teilhard de Chardin qui s'intitule « Dieu et le cosmos » et qui aura lieu le 18 novembre. Donc, c'est dans une semaine. Vous pourrez, si vous voulez, avoir soit la connexion pour participer par Zoom, soit vous vous déplacez à la Clarté-Dieu à 18h30 ce 18 novembre. Voilà. Bien, merci Bernard de m'avoir invité et de me demander de parler de ce sujet qui finalement c'est le sujet, l'éducation, l'enseignement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sujets plus importants que cela. Donc, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir une soirée sur ce sujet. Je souhaite que ce soit une soirée un peu échange, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas un grand spécialiste des questions d'éducation. Comme l'a rappelé Bernard, je suis scientifique et j'ai appris la sociologie un peu sur le tard, les sciences humaines un peu sur le tard, la psychologie également, qui m'ont passionné. Et croiser les sciences et les sciences humaines, voilà quelque chose, je trouve, absolument passionnant, qui occupe pas mal mes journées. Voilà. Alors, donc, pour rentrer dans le sujet, je voudrais dire en introduction une chose toute simple, c'est évidemment l'éducation, sujet central. Deuxièmement, sujet aussi polémique. Chaque fois qu'on parle de l'éducation nationale, tout de suite, c'est quand même des discussions un peu rudes. On a des positions très tranchées et on sent qu'on n'arrive pas à converger sur des solutions, on n'arrive pas à converger sur un intérêt national qui devrait se dégager tellement le sujet est important. Et c'est comme ça que les ministres se succèdent, essayent de faire des choses et puis on n'a pas l'impression que ça évolue énormément. On a même malheureusement ces derniers temps l'impression qu'on est plutôt en déclin parce que les tests PISA, par exemple, montrent que la France régresse dans les classements internationaux. Donc ça, c'est tout de même assez préoccupant de se dire qu'un grand pays comme la France, qui a eu les meilleurs enseignements, par exemple en mathématiques, voit aujourd'hui son classement régresser d'année en année. On se dit, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Ce n'est pas qu'une question de moyens, parce qu'évidemment, tout de suite, on dit, oui, on n'a pas les moyens, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de ceci. Bon, peut-être il y a des problèmes de moyens, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui travaillent l'école dans ses fondamentaux et qui expliquent ces problèmes qu'on observe aujourd'hui. Alors, autre chose qu'on entend, c'est le numérique. Ben oui, alors les technos numériques, alors c'est sensationnel, on va résoudre tous les problèmes. On va mettre de l'intelligence artificielle, on va mettre ceci, on va mettre cela, et puis tout à coup, comme par miracle, tout va se résoudre. Bon, ça c'est les technophiles, on entend ça,
Et puis on entend aussi à l'opposé des gens qui disent « Oh là là, ça va encore plus déstabiliser les choses ». Les gens vont être complètement perdus avec ce truc-là et finalement, on risque encore plus de s'enfoncer et d'avoir une école qui fonctionne à deux niveaux, avec ceux qui sont très à l'aise avec ça ou qui ont des parents qui pourront les aider et donc qui vont en profiter pleinement, et puis tout un tas de gens qui vont galérer et à la fin, on va encore creuser les écarts. Donc voilà ce qu'on lit hein, dans les journaux sur ces sujets, bon, plein d'autres choses évidemment, mais c'est ça qui a finalement attiré mon attention pour me dire, en fait, les technos numériques, bon, elles ont bon dos, quoi. On les accuse de tout, mais ce n'est pas là le problème. C'est qu'il faut quand même regarder les problèmes un peu plus fondamentaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui, en arrière-plan, expliquent nos difficultés dans l'école. Donc, c'est la raison pour laquelle on va ce soir avoir trois parties. Donc, la première va essayer de résumer les grandes évolutions sociologiques de ces dernières années. Alors, je dis ces dernières années, grosso modo, c'est les 20, 25, 30 dernières années, hein, qui sont des évolutions sociologiques dont on ne parle pas tant que ça. Alors, les sociologues ont écrit beaucoup de bouquins. Lire des bouquins de sociologie, parfois, c'est quand même un peu dur. Donc, j'ai essayé de me former à ce jargon et puis j'essaye de vulgariser et c'est ce qu'on va faire ce soir. Je ne vais pas vous parler sociologue, je vais vous parler dans un langage compréhensible de façon à essayer de bien comprendre ces évolutions sociologiques qui travaillent toute la société et en particulier l'école. Puis, deuxième partie, nous parlerons du numérique, parce qu'évidemment, on est là pour ça, et voir comment les évolutions sociologiques rencontrent le numérique et réciproquement. Et puis, troisièmement, bon, on évoquera des pistes, et là, ben, je compte sur votre participation, parce que je n'ai pas la science infuse, ça se saurait si j'avais les solutions miracles aux problèmes de l'école en France, ça se saurait. Donc, on va plutôt réfléchir ensemble et essayer de progresser sur quelques idées, en tout cas les quelques idées principales qui me semblent se dégager de tout ça. Alors, première partie, donc, les évolutions sociologiques. Pour moi, l'évolution sociologique majeure de toutes ces décennies s'appelle l'individualisme. Alors, les sociologues ont une définition de ce mot qui n'est pas ce qu'on entend dans la vie de tous les jours. Quand on dit à quelqu'un « vous êtes un individualiste, tu te comportes en individualiste », c'est plutôt péjoratif et ça veut dire, grosso modo, tu n'es qu'un sale égoïste, quoi, pour simplifier. Et alors, en termes sociologiques, c'est pas ça. L'individualisme, c'est une recherche d'individualité, c'est-à-dire je veux exister par moi-même et je veux exister en tant qu'individu plein et entier. Donc, c'est complètement différent, vous voyez, parce que, après tout, l'individualiste qui veut exister, avoir ses opinions propres, faire ses choix de vie, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ça? Vous voyez, donc, autant le mot dans la vie courante est péjoratif, autant le mot au sens scientifique du terme n'est pas péjoratif. C'est une observation des individus d'aujourd'hui qui veulent exister par eux-mêmes, qui veulent avoir leurs opinions et faire leur choix de vie eux-mêmes. Voilà ce qu'on pourrait dire de cet individualisme. Et en fait, ça correspond un peu à une recherche d'émancipation. La personne veut, si elle décide de son boulot futur, elle veut le faire en fonction de ses propres envies, en fonction de ses compétences, en fonction de son expérience, et pas en écoutant ce que les parents ont dit. Par exemple. Donc, c'est, vous voyez, quelque chose qui fait rupture, parce que pour les gens
de ma génération et d'avant, on savait très bien que les parents et le milieu social avaient une énorme influence sur les personnes qui n'avaient pas un choix si grand que ça pour se déterminer. Donc aujourd'hui, on renverse complètement les choses en disant c'est mon choix personnel d'abord. Alors je veux bien écouter mes parents, ce ne sont pas des gens qui sont… l'individualisme d'aujourd'hui, 2021, n'est pas quelqu'un qui fait rupture avec toutes les traditions, avec la société, avec sa famille, avec sa religion. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait rupture. C'est quelqu'un qui veut choisir. Donc, à partir de là, mes parents me disent, ben, tiens, il faut être ingénieur, parce que dans la famille, il y a beaucoup d'ingénieurs. Bon, ok, j'écoute ça, mais j'ai un bon copain qui va faire un BTS de commerce, et pourquoi pas, en fait? C'est-à-dire qu'on met sur un pied d'égalité les différentes influences qui viennent des copains, qui viennent des parents, qui viennent de je ne sais où, et on essaye de faire finalement sa décision personnelle en face de tout ça. Et il en va de même pour tous les héritages familiaux. Dans le temps, vous savez très bien, les sociologues l'ont très bien documenté, on se mariait dans son milieu. On se mariait avec les enfants des amis des parents ou, disons, avec des gens qui nous ressemblaient. Et tout ça est en train de voler en éclats. On voit que le pourcentage de gens qui se marient dans son milieu proche diminue d'année en année pour une beaucoup plus grande ouverture. Qu'est-ce qui prime? C'est l'amour que moi je peux avoir pour cette personne et non pas ce que le milieu social peut me dire de faire. Voilà. Alors, donc ça, c'est le mouvement individualiste. Et aujourd'hui, 21e siècle, il se complique un peu. En plus de cette quête d'individualité, il y a une autre composante très importante qui est l'autonomie. Les gens, vous allez me dire, c'est lié. Oui, c'est lié. Hein. L'autonomie, donc je veux, moi, me sentir autonome. C'est-à-dire, je veux trier et choisir par rapport à tout ce qui vient de mes déterminismes sociaux, et en plus, je veux me sentir autonome. Je veux qu'on me responsabilise et que je prenne ensuite mes propres décisions. Donc, l'autonomie, là encore, ce n'est pas être un électron libre et faire rupture avec tout, mais c'est je veux prendre mes décisions et je veux qu'on me laisse mon précaré. C'est très sensible dans les entreprises. Ce que je dis, je fais des conférences dans le milieu de l'entreprise avec des managers, etc. Et j'essaie de leur faire bien comprendre que les jeunes qui arrivent, qui ont 30 ans, 35 ans aujourd'hui, sont comme ça. Ils cherchent leur individualité, ils cherchent de l'autonomie, ils sont égocentrés, quatrième facette de cet individualiste du 21e siècle. L'égocentrisme, ça veut dire que les priorités changent. C'est moi d'abord, mon bien-être ou mon intérêt, et puis ensuite ceux de mon groupe. Mon groupe, c'est les groupes proches. Hein, on va dire mon clan, ma tribu, puis ma famille, puis j'élargis comme ça de proche en proche. C'est-à-dire que le collectif, pour prendre un mot de sociologue, le collectif passe en deuxième plan par rapport à l'individuel qui a pris un poids énorme. Vous voyez, là, c'est comme ça que l'égocentrisme ressort. Et c'est pour ça qu'on confond individualisme et égoïsme en permanence. Il y a une forme d'exigence aussi, c'est que cette quête d'individualité, vouloir se déterminer par soi-même, c'est quelque chose de difficile. En même temps, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est diablement difficile parce que si je ne veux pas plutôt utiliser les solutions toutes faites que mon milieu, ma religion, etc. peuvent m'apporter, il faut que je trouve les solutions en moi-même, en discutant avec les uns les autres. C'est quelque chose de très difficile. Il y a un sociologue qui a écrit un livre sensationnel qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Ça veut tout dire. Oui, ben oui, vous voulez être vous-même, vous voulez être individualiste dans ce sens que je viens de dire, mais l'autre face de la médaille, c'est pas facile tous les jours, c'est même très difficile.
Donc, on est exigeant pour soi-même, pour son boulot, on est un peu idéaliste. C'est sans sens, là aussi, d'avoir ces jeunes idéalistes qu'on accueille dans les entreprises qui voudraient refaire le monde, sans sens. Mais il y a des moments où il faut les ramener sur terre parce que tout n'est pas possible si vite. Donc, l'exigence doit un peu aussi redescendre à un niveau gérable. Grande sensibilité également. On parle de, je ne sais pas si vous avez lu ces études de psycho qui montrent que les hypersensibles deviennent extrêmement nombreux un peu partout dans la société. Cette hypersensibilité, ça veut dire réagir fortement à tous les stimuli, hein, que ce soit quelqu'un qui vous dit un mot de travers, bon, bah, c'est peut-être pas si méchant, mais en fait, voilà, ça prend une proportion, ça prend une énorme ampleur, et il y a une susceptibilité très forte qui se remarque chez les hypersensibles, et donc qui fait partie un peu, je dirais, de cet individu du 21e siècle que j'essaie de vous décrire avec ces 4 facettes principales: quête d'individualité, autonomie, égocentrisme, exigence et sensibilité. Ça fait 5 et pas 4. Voilà, alors, donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ce renversement de l'individuel qui prend le pas sur le collectif, ceci a des répercussions partout. Dans la société, à tous les niveaux. Évidemment, dans la démocratie, la République a bien du mal à gérer ça. Parce que tout le monde voudrait qu'on satisfasse ses problèmes à lui. Et prendre du recul pour comprendre qu'il y a une collectivité qui a peut-être besoin d'une solution plus globale ou un peu différente de celle qui m'arrangerait bien moi-même individu, c'est quelque chose de difficile. Se décentrer de soi-même pour regarder le collectif est quelque chose de difficile pour ces individus du 21e siècle. Et puis, on trouve une aspiration énorme, et là, je ne vais pas vous surprendre, on lit ça dans tous les journaux, presque tous les jours, une grande aspiration à une recherche de qualité de vie, de bien-être, de plaisir, recherche de sens aussi. Je reçois des gens, puisque je fais de l'évolution professionnelle, je reçois des gens qui me disent je n'étais plus en ligne avec mon entreprise, mon boulot n'a pas de sens, tout ça, donc je les quitte. Et vous avez un autre boulot derrière? Non, 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 je les quitte. Donc il y a cette recherche de sens qui prend encore là une ampleur énorme et qui fait prendre des décisions incroyables à un certain nombre de personnes. C'est courageux. Attention, hein, je n'ai aucune critique par rapport à ça, c'est courageux. Mais en même temps, c'est un peu surprenant de voir que ces notions de sens, de qualité de vie, de performance individuelle, l'individu, est-ce que je suis performant partout, dans tous les domaines, sont des questions clés qui taraudent l'individu du 21e siècle. Alors, vous allez me dire, j'ai beaucoup parlé des jeunes. Ben, j'ai fait une grosse erreur, parce qu'on est tous concernés. On est tous comme ça, à des degrés divers, selon nos origines, selon notre âge, selon tout un tas de choses, mais on est tous concernés par ça. Ce mouvement individualiste, il a pris l'ensemble de la population française dans ses griffes et l'a fait évoluer de cette manière-là, tout le monde. Personne n'y échappe. Alors, je vais faire une petite, quelques mots d'histoire, parce que j'aime bien, et souvent, ben là, c'est trop tard, j'ai montré la réponse. Souvent, je dis aux gens, mais ça remonte à quand ce mouvement individualiste, d'après vous? Bon, les 3/4 du temps, je vous donne la réponse, les gens disent mai 68. Oui, parce qu'en mai 68, on s'est libéré d'un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas du tout ça. Mai 68 est un événement parmi une grande chaîne d'événements. Il faut remonter aux Grecs. Socrate, Platon prônaient l'opinion personnelle et cherchaient à ce que chaque citoyen ait un vote et une existence en tant que personne. En tout cas, bon, une partie, vous savez très bien que ce n'était pas l'ensemble de la société grecque, c'était une partie de la population qui avait cette
possibilité de s'exprimer, d'avoir ses opinions. Et une grande partie n'avait absolument pas droit au chapitre, et les femmes, pas beaucoup non plus. Donc, on va dire que le germe était là. Le germe, au sens philosophique, l'idée première démarre avec Socrate et Platon, je pense, et beaucoup de sociologues l'ont remarqué. Ensuite, il faut citer Jésus-Christ, qui, le premier, a, de manière universelle, c'est là la grande différence avec les Grecs, a dit « tous les hommes sont des personnes singulières, connues de Dieu comme des personnes singulières ». C'est Jésus, le premier, qui a dit cela. Donc, il a donné à la personne humaine toute son, comment dirais-je, toute sa dignité, toute son existence en tant que personne. On n'est pas un numéro à l'intérieur d'un clan où, vous savez, comme dans le temps, il y avait des tribus. Hein. Alors, vous étiez dans la tribu, il y avait le chef qui comptait, puis tous les autres qui en aient 3 de moins ou 10 de plus, bon, c'est la tribu qui comptait, pas les personnes dans la tribu. Donc, pour Jésus, c'est terminé. Cette idée-là est terminée. Les personnes individuellement comptent plus que le groupe dans lequel ils se trouvent. Bon. Ensuite, évidemment, bon, on avance dans l'histoire, l'imprimerie, la réforme, la Renaissance, tout ça sont des mouvements qui vont dans le sens de donner à l'individu la possibilité d'accéder à la connaissance, de se développer, de connaître, de comprendre par lui-même, d'accéder au texte, et en particulier à la Bible. Bon, on avance, et puis arrive Descartes. Descartes, c'est je pense donc je suis, et je dois me déterminer par moi-même avec mes études personnelles, mon doute, mais aussi arriver à mes propres conclusions. Donc Descartes a aussi joué un effet d'accélérateur dans le mouvement jusqu'aux Lumières. Alors là, bon, évidemment, Rousseau, bon, là, vous connaissez ça très bien, qui ont amené finalement à la Révolution française, à la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme, c'est encore une évolution vers cet individualisme que je décris au XXIe siècle. Et puis ensuite, il y a la Révolution industrielle. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, on commence à pouvoir créer sa propre entreprise, à vivre de son propre travail, indépendamment d'un collectif, d'un village ou de je ne sais pas quoi. Je peux créer ma boîte quelque part, etc. Donc, c'est au XIXe siècle que l'entrepreneuriat prend vraiment racine. Et puis alors après, évidemment, il y a les grandes parenthèses que constituent les 2 grandes guerres mondiales, où là, tout ça s'est passé à la trappe. Mais vous voyez bien, même les grandes guerres mondiales n'ont pas effacé le mouvement. Dès que ça a été possible, mai 68, et boum, c'est reparti de plus belle. Et là, mai 68, on se libère encore de tout un tas de carcans. Les mouvements féministes, j'ai oublié de les citer, avant 68, avaient démarré, et pour toujours la même chose, cette libération, le droit de vote, etc. Et puis on arrive à l'année que j'aimerais que vous reteniez, ce sont les années 80. Ce n'est pas parce que Mitterrand a été élu, hein. C'est parce que, pour les sociologues, c'est à partir des années 80 qu'on rentre dans l'ère de la consommation pour tous. C'est-à-dire que, finalement, on arrive à acheter tout ce qu'on veut, et on a le choix de partir en vacances avec notre petite voiture, de faire ceci, de faire cela, d'avoir l'accès à tous les produits possibles. Un sociologue parle de hyperconsommation. Et ça donne une accélération à ce mouvement individualiste jusqu'à donc les années 2020 où nous sommes, avec les caractéristiques que j'ai dit juste avant. Voilà, en gros, cette histoire. Et donc, un autre mot à retenir, c'est le holisme, qui est l'inverse de l'individualisme. Une société holiste, c'est la société qui vit sur elle-même et qui reproduit ses schémas. Moi, j'étais menuisier, mon fils, tu seras menuisier. Et puis, il n'est pas question de devenir charpentier, c'est autre chose. Voilà.
Et donc, la société se reproduit. Et tout est calculé pour se reproduire dans ses déterminants. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on a fait sauter tout ça. Alors, en famille, on va trouver évidemment des impacts à des tas de niveaux. Vous savez très bien que les couples, je l'ai rappelé tout à l'heure, se forment de manière différente de ce qui se passait avant les années 80. L'éducation des enfants a évolué. On cherche à donner à l'enfant beaucoup plus les possibilités de choisir ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de manger, ce qu'il a envie de ceci, de cela. Donc, on cherche à éduquer les enfants dans la bienveillance, dans l'autonomie. Donc, on cherche à les autonomiser le plus tôt possible. Et donc, l'éducation des enfants en famille montre bien que le mouvement individualiste est rentré dans la famille et se poursuit par le fait qu'on éduque les enfants comme des futurs individualistes. Voyez. Donc tout se tient. Les égos qui gonflent peuvent créer des tas de problèmes. Bon, le taux de divorce est bien plus important. On n'avale pas les couleuvres comme on faisait dans le temps. Et si ça se passe mal, on se dit, ben, il y a peut-être avec quelqu'un avec qui ça pourrait aller beaucoup mieux. Donc finalement, il vaut mieux arrêter et puis partir essayer autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc ces décisions, je ne veux pas dire qu'elles sont que individualistes, mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement individualiste accélère les divorces, par exemple. Accélère aussi les difficultés en famille, hein, où on a des opinions beaucoup plus tranchées et on ne se ressemble plus. On peut avoir des avis complètement divergents sur une question. Et on a bien vu sur les questions de vaccination et autres, il y a des familles qui ont volé en éclats. Alors, on a un petit exemple. Avant de passer à l'école, un petit exemple pour bien illustrer. J'aime bien le prendre parce que ça ramène au techno. Comment faisait-on le café en famille dans les années 80? Bon, ben, on faisait une cafetière, on se retrouvait tous au même moment dans le même lieu pour boire le même café. Et puis celui qui n'était pas content, ben, tant pis pour lui, il n'avait pas de café. Aujourd'hui, on a inventé quelque chose de magnifique qui s'appelle les capsules Nespresso et tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a je ne sais pas combien de capsules, je ne suis pas spécialiste, différentes. Donc, ça permet un choix individuel. Moi, j'aime la capsule dorée. Et puis, mon café, je ne le prends pas juste après le repas. Je le prends plutôt 1 heure après ma petite sieste. Un autre va dire, le café, je l'aime bien le prendre, mais devant mon ordinateur dans ma chambre. Le troisième va dire, je le prends. Donc, on a ouvert les choix et c'est sensationnel parce que finalement, chacun y trouve son compte. J'ai ce qui me plaît plus. Mais en même temps, on a fissuré ce moment qui était un moment très intense, spécial, qui s'appelait boire le café en famille après le déjeuner. Voilà. Donc, c'est un petit exemple. Et la capsule Nespresso n'a pas provoqué ça. C'est pas Nespresso qui a fait qu'on se met à boire le café de cette manière-là. Non, c'est parce qu'on n'attendait que ça, d'avoir la solution individuelle. Elle est arrivée alors qu'on l'attendait. Et comme on l'attendait, on l'a utilisée avec le succès mondial que vous savez. Et la techno n'a rien fait. Elle n'a juste que révélé quelque chose qui était déjà là. Alors à l'école, eh bien, on n'a encore pas parlé de techno et pourtant, déjà, on va voir pas mal de choses. C'est que les élèves sont individualistes, les profs aussi, les parents aussi, tout le monde, hein, on l'a bien vu tout à l'heure. Alors, là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est cette filiation qu'il y a entre Descartes, Rousseau, Bourdieu, Foucault, Derrida. Alors, je ne sais pas si vous connaissez chacun de ces auteurs, des monuments dans la vie intellectuelle française, hein. Bon, Descartes a dit, mais attendez, on ne va pas imposer à tous les enfants
d'acquérir tous les savoirs comme ça. On n'est pas sûr d'abord, le doute. Hein. Donc, il faut d'abord sélectionner les choses qui sont à transmettre aux enfants et adapter. Donc, c'est lui qui a commencé finalement cette idée d'une pédagogie adaptée à chacun. Puis Rousseau, alors Rousseau, il va encore plus loin parce qu'il dit, mais il faut, les parents d'abord, vous vous mettez en retrait, vous n'êtes pas les mieux placés pour éduquer vos enfants et surtout pas les enseigner. Il faut avoir des spécialistes et surtout, il faut revenir à la nature. Donc, si votre nature vous permet d'apprendre ceci, donc c'est le début de ce qu'on appelle les pédagogies de la découverte. L'enfant doit apprendre par lui-même, doit se former lui-même. C'est Rousseau qui démarre cette idée des pédagogies de la découverte. Et puis Bourdieu, Bourdieu, lui, un cran plus loin, il dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces savoirs qu'on transmet à l'école? En fait, ils ne font que reproduire des déterminants sociaux et en fait, c'est une certaine classe de privilégiés qui impose son savoir à tout le monde. Donc, il faut couper ça. Sinon, ça forme cette fameuse idée, les héritiers, hein, vous connaissez son bouquin si fameux, les héritiers, ben c'est ça. Hein. Donc, il faut couper ça parce que l'école, sinon, reproduit les inégalités sociales. Donc, il faut absolument arriver à redonner aux enfants la possibilité d'aller puiser dans des savoirs fondamentaux qui vont les emmener vers une profession, vers des compétences professionnelles. Donc, c'est lui qui démarre cette idée que l'école doit former à des compétences professionnelles. Ce n'était pas du tout le cas avant. Hein. Et donc, les profs, attention, vous êtes des dominateurs, vous risquez de brusquer les enfants avec vos savoirs qui viennent de haut. Vous voyez, donc c'est l'esprit de pouvoir. Le pouvoir du prof sur l'enfant est quelque chose qui n'est pas acceptable dans l'esprit de Bourdieu. Donc, il faut que les profs, vous vous mettiez sur un plan d'égalité avec les enfants pour pouvoir faire l'école entre vous, mais pas du haut de votre chaise d'enseignant. Foucault et Derrida. Pourquoi je les cite? Parce que, en fait, leur idée, c'est la fameuse idée de la déconstruction. La déconstruction, ça consiste au départ, c'était une excellente idée, c'était de rechercher dans les textes les ambiguïtés, les choses pas claires, etc. Donc de faire surgir des trucs qui n'allaient pas dans le texte. Et de là, on est parti après à déconstruire les idées et la culture, les héritages historiques qu'on peut avoir pour rechercher, encore une fois, les erreurs, les manquements, les problèmes qu'il peut y avoir là derrière. Et donc, en déconstruisant les savoirs, on arrive à l'idée que finalement, il n'y a plus vraiment de savoir bien solide. Tout peut être coupé en petits morceaux et tout peut être remis en question. Alors, là encore, je ne prends pas parti, je ne dis pas que ces gens ont tort ou raison, bon, mon intonation peut laisser croire que… Hein, mais en fait, toutes ces idées ne sont pas mauvaises en soi. C'est lorsqu'on les pousse dans leur extrémité qu'elles deviennent contre-productives. Parce qu'il faut, par rapport à des enfants à l'école, il faut qu'un certain nombre de choses soient claires. On ne peut pas se permettre de dire une chose, de déconstruire, de couper en morceaux, de faire dans des thèmes transverses, etc. Il faut que les choses soient structurées et simples pour que celui qui apprend ait facilité à assimiler. Alors après, une fois qu'il a assimilé, il peut se mettre à faire une analyse critique s'il le veut. Mais comment faire une analyse critique si on n'a pas déjà bien assimilé? Voilà. Donc, on a aujourd'hui une pédagogie 2021, là je reviens dans l'actualité, hein, qui est dans la droite continuité de Descartes, Rousseau, Bourdieu, Foucault, Derrida. Même si certains essayent d'aller à l'encontre, n'empêche que le courant majoritaire
est de ce type-là. Donc, transmission de compétences et préparation de la vie professionnelle. Concept transverse plutôt que chronologique. En histoire, c'est particulièrement vrai. Hein. On parle du sujet, par exemple, le colonialisme, et non pas la chronologie qui mène à des événements qu'on peut appeler colonialisme. Vous voyez, c'est une vue complètement différente. Et puis, des méthodes et des outils qui sont beaucoup basés sur la pédagogie de la découverte. Comme je disais tout à l'heure, l'enfant doit trouver par lui-même. Autre idée qui vogue un peu partout et dans tous les livres de pédagogie actuellement, c'est l'individualisation, la personnalisation. Donc, les parcours pédagogiques, plus nous pouvons les adapter à l'enfant, et mieux c'est. Alors, voilà une bonne idée en soi, parce que tout le monde n'évolue pas de la même manière, tout le monde n'apprend pas de la même manière. Il y a des gens qui se développent très vite pendant quelques années, puis après ils ont du mal, et puis d'autres c'est exactement l'inverse. Donc, il faut s'adapter à l'évolution de chaque élève. Oui. Mais donc, cette idée d'individualisation, elle est très, très présente dans les pédagogies d'aujourd'hui et liée à ça, la liberté de choix. Vous savez, la manière dont on a réformé le lycée, hein, les secondes, premières, terminales, qui n'ont plus rien à voir avec les sections, etc. Il y a des tas d'options. On peut composer son cursus jusqu'au bac. Et c'est très bien, hein, bon. Mais voilà, on va vers une individualisation des cursus le plus possible et considéré comme le meilleur. L'enseignant devient un médiateur bienveillant. Pas trop de notes, pas brusqué, parce que la note peut être quelque chose de vexatoire ou en tout cas mettre l'élève en difficulté. C'est vrai, il y a des études qui le montrent, hein, c'est incontestable. Mais de là à supprimer toutes les notes, ça met d'autres élèves en difficulté qui, eux, aimeraient pouvoir se mesurer, qui aimeraient savoir où ils en sont un peu plus. Donc, c'est très, très difficile. On ne peut pas dire que c'est bien ou mal, hein. C'est simplement un constat que je vous fais. Et puis, les parents. Alors, les parents, je vous ai dit, les parents sont devenus individualistes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils protègent, ils surprotègent leur enfant. En famille, le petit cocon familial. Mais à l'école, quand il se passe quelque chose, que l'enfant doit être puni, etc., les parents ne sont pas contents et ils débarquent chez le proviseur pour râler. Parfois, ils peuvent même être agressifs. Hein. Donc, il y a beaucoup de profs qui ont des difficultés à gérer les parents. Alors, il y a eu des projets, hein, pour essayer de ramener en fait les parents dans la compréhension meilleure de ce qui se passe à l'école. Et encore une fois, il faut demander aux parents de se décentrer un peu en disant oui, je vois ce que mon enfant a fait, je vois les intérêts de mon enfant et je me décentre de lui pour prendre en considération la collectivité qui s'appelle le lycée, le collège ou que sais-je. Or, aujourd'hui, le parent individualiste va immédiatement défendre son enfant, le protéger et ne pas écouter les considérations collectives que le proviseur pourrait avoir. Donc ça, évidemment, ce sont des constats. Qu'est-ce qu'on voit apparaître pour également synthétiser ce qu'on lit un petit peu partout, qui découle de l'individualisme, encore une fois? C'est l'autorité et l'intérêt pour les savoirs et pour la culture est en régression. C'est-à-dire que les plus admirés dans l'école ne sont pas les bons élèves. Bon, ça, vous allez me dire, ça fait déjà pas mal de temps, hein. Mais ça prend une ampleur incroyable. Donc, avec cette déconstruction, on a favorisé une espèce de perte d'autorité, de stabilité des savoirs, parce que finalement, tous les savoirs sont peu sûrs, discutables. Il n'y a plus rien n'est très clair, très stable. Tout est relatif. Donc, à partir de là,
le savoir ne donne plus une autorité et n'a plus un intérêt en lui-même. Beaucoup d'enfants ont beaucoup de mal à se projeter. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi apprendre des trucs? Pourquoi apprendre les maths, le français, toutes ces matières-là? En quoi ça va me servir plus tard? Et donc, ils ne se voient pas évoluer en profitant de ces savoirs et en les utilisant dans leur vie professionnelle. Ils ont d'autres filières dans lesquelles ils vont apprendre d'autres choses dans la vie sociale, etc., mais plus à l'école. Avec l'individualisme, c'est l'autorité des adultes et les autorités en général. Les adultes, les policiers, les ministres, vous avez vu comment le président de la République peut être parfois interpellé d'une manière tout à fait incroyable. L'autorité dans les entreprises, le patron n'a pas une autorité naturelle, il doit la gagner. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, au passage. Il doit la gagner. Donc, il doit remettre en question. Mais attention quand même, ces pertes d'autorité fait que à l'école, l'instituteur ou le prof qui avait un statut social, qui était quelqu'un, c'est terminé. On sait très bien que la reconnaissance et le sentiment que les profs ont, c'est d'être très mal considérés dans notre société. Alors, il y a un autre phénomène qui est l'hétérogénéité des classes, qui apporte une difficulté supplémentaire, puisqu'on a des gens avec des niveaux extrêmement variés. On a des gens qui ont, en français en particulier, de grandes difficultés. Donc, toutes ces différences de niveau doivent être gérées par toujours la même personne, le prof qui est face à ses élèves. Et donc là, ça donne une difficulté supplémentaire. Déjà qu'il a du mal à tenir sa classe, à faire la discipline, si en plus il doit avoir une attention très particulière avec quelques élèves qui ont particulièrement des difficultés, c'est ingérable, quoi. Tenir 20 élèves pendant qu'il y en a 10 en difficulté, etc., il peut pas être partout. Et on se rend compte que cette hétérogénéité pose des problèmes énormes dans les classes. Comme vous le savez aussi, les élèves ne se privent pas, individualistes ils resteront à interpeller le prof, mais ce que vous dites là, c'est complètement idiot, ça ne tient pas debout, la théorie de Darwin, mais non, on n'y croit pas du tout, parce que ceci, nous, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'entendre. Donc tout de suite, c'est un bazar. Comment gérer ça? Franchement, c'est très, très compliqué. Hein. Je les admire beaucoup, moi, les profs, d'arriver à gérer ces situations-là. Et je vous ai donné l'exemple de Darwin parce qu'il est célèbre, hein, mais il en existe bien d'autres. Une anecdote que je rapporte dans ce livre, c'est Étienne Klein, le physicien, qui, prof de fac, donc avec des étudiants, un étudiant se lève et dit « Oh non, mais attendez, moi, cette idée de la théorie de la relativité, non, je ne le sens pas du tout, là. Non, ça ne va pas du tout. » Et il a mis un bazar monstrueux dans l'école, dans l'amphi, puisque c'était pour remettre en cause la théorie de la relativité, basée sur des espèces d'idées complotistes qui n'avaient ni queue ni tête. Alors pour Étienne Klein, un scientifique qui doit gérer ça, il a su faire, parce qu'il a de la bouteille. Bon, mais pour beaucoup d'autres profs qui sont face à ces revendications individualistes, chez moi on pense que c'est faux, chez moi on ne veut pas entendre telle chose, eh bien, être seul face à ces revendications individualistes est quelque chose d'extrêmement compliqué pour les profs. Résultat, manque de profs. Je lisais les chiffres qui ont été publiés lundi ou mardi dans un article dans le Figaro, vous verrez, on recherche des profs partout, dans tous les domaines, toutes les matières, et des nombres très importants. Donc, le nombre de vacataires augmente. Puis le vacataire, dès qu'il a trouvé quelque chose de mieux, il donne sa démission, il va reprendre un autre boulot ailleurs. Ce qui fait que les élèves commencent avec quelqu'un,
le trimestre n'est même pas terminé, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ou alors il n'y a plus personne, il faut attendre 2 mois pour avoir quelqu'un d'autre. Donc, là encore, on a une difficulté supplémentaire avec ces hachures, je dirais, dans la pédagogie que les enfants peuvent recevoir. Et puis après, il y a cette espèce de confusion qui provient de tout ce mouvement des pédagogues dont je parlais tout à l'heure sur la finalité de l'école. L'école, ça sert à quoi? Mais est-ce qu'il faut se poser la question tous les matins? Bon, ben, il faut peut-être trancher une fois pour toutes, mais pour certains, l'école doit avant tout lutter contre les inégalités sociales. Pour d'autres, il faut avant tout apprendre le numérique et savoir se servir des smartphones. Pour d'autres, il faut avant tout transmettre les savoirs fondamentaux pour savoir se débrouiller dans la vie. Pour d'autres, il faut apprendre à vivre en société. Bon, j'en oublie, hein, il y a certainement… Mais tout ça, c'est pas incompatible. Je ne dis pas que c'est des choses complètement divergentes, mais on sent qu'il n'y a pas un projet avec une priorité. Et heureusement, notre ministre Blanquer a commencé à clarifier les choses sur les savoirs fondamentaux, sur la manière de, bon, là, qu'est-ce que doit faire le collège, qu'est-ce que doit faire le primaire, etc. Donc, il y a quelques avancées, mais on sent qu'il n'y a pas un consensus, qu'on n'est pas tous bien d'accord sur le rôle de l'école. Voilà. Alors, je fais une première petite pause. Je vais en particulier regarder s'il y a des questions arrivées par le chat. Non. Donc, vous qui êtes en visio, vous pouvez soit écrire une question, un commentaire aussi, soit ouvrir votre micro et vous exprimer. Et puis, évidemment, je dis la même chose aux personnes dans la salle. Comment se mesure l'individualisme? Oui, excellente question. Non, mais excellente parce que ça me permet de répondre à une deuxième qui n'a pas été citée, qui n'a pas été posée et qui m'intéresse beaucoup. On n'a pas entendu la question. Alors, je répète la question. Comment peut-on mesurer l'individualisme? Alors, en fait, il y a une grille qui a été faite par des sociologues dans un institut international qui mesure un certain nombre de choses, des faits, et puis ça donne une note. Bon, alors, vous allez me dire, c'est sûrement pas très juste, et sûrement, bon, oui, ok, c'est sûrement pas très juste, mais n'empêche que ça permet d'avoir un référentiel, et ensuite on peut l'appliquer dans les différents pays. Vous voyez? Et comparer. Même si c'est faux, on compare avec les mêmes erreurs. Donc, c'est pas mal. Alors, donc, pour dire une chose, c'est que on ne mesure pas très bien. On a, avec ces chiffres, des tendances et on voit l'augmentation. Dans les 30 dernières années, l'augmentation est absolument claire pour tous les pays d'Europe occidentale. Tous, sans exception. Avec des vitesses plus ou moins différentes. L'Italie ne fonctionne pas comme la Hollande, pour prendre deux extrêmes. Et la France, on est un petit peu au milieu. Bon. Et puis après, la deuxième question qui est intéressante, c'est est-ce que ce mouvement individualiste que j'ai décrit se produit partout dans tous les pays du monde? En Chine, en Iran, en Afrique, où on dit souvent que le collectif est beaucoup plus puissant que chez nous. Ces chiffres, ces critères, tels qu'ils sont mesurés avec tous les problèmes qu'ils peuvent poser, montrent que tous les pays vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on voit une augmentation de l'individualisme partout dans tous les pays. Chine, Afrique, Iran, Moyen-Orient compris. La preuve, vous voyez bien, dans le monde musulman, les femmes peuvent conduire en Arabie Saoudite, en Iran, il y a les jeunes filles qui râlent parce qu'on les oblige à porter des jupes de telle longueur, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le monde qui était soi-disant très
très, très structurant, hein, et ça bouge. Même chose en Chine. Pourquoi? En fait, l'explication, elle est assez simple, c'est qu'à partir du moment où le développement économique s'enclenche dans un pays, alors l'enseignement, et en particulier celui des femmes, le niveau d'éducation augmente, les revendications individuelles augmentent en même temps, les exigences en termes de santé, en termes de sécurité, donc en termes de ma vie personnelle augmentent, et progressivement, le système se met en route, ça fait bouger les institutions. Pas vite, pour la Chine, on est d'accord. Mais je prends le pari ici, devant vous, que dans 10-15 ans, la Chine, dans 10-15 ans, n'aura pas grand-chose à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce que ce mouvement individualiste aura fait son œuvre à l'intérieur de la société chinoise. Ils seront bien obligés d'en tenir compte en haut lieu. C'est mon avis, hein, que je déduis des lectures que j'ai pu faire. Il y a des théories tout à fait différentes, hein. Je le dis, il y a des théories à l'opposé qui disent ce phénomène individualiste existe dans les sociétés européennes parce qu'en fait, c'est le christianisme qui lui a donné sa possibilité de se développer. La Chine qui ne connaît pas ça ou le monde musulman qui ne connaît pas ça n'a aucune raison de faire la même évolution. Donc, je vous dis tous les... Voilà. Autre question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que oui? Une question, alors, si tous les pays passent à l'individualisme, par contre, en France, vous l'avez mentionné, l'école va mal, plus mal qu'ailleurs. Alors, est-ce qu'on est plus individualiste d'ailleurs? C'est un autre phénomène. Là encore, j'ai donné un avis, une opinion. Alors, la question, c'est, on a l'impression qu'en France, l'école va plus mal qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose en France de particulier qui explique cela? Mon opinion, c'est que l'imprégnation des pédagogues issus de Bourdieu, Foucault, Derrida a été déterminante et continue à l'être, commence un tout petit peu à changer, mais a été déterminante et nous a emmenés dans une mauvaise direction. Voilà mon opinion personnelle, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être hurler, ceux qui sont les admirateurs de Derrida, par exemple. Mais ça, je le pense. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a d'autres gens qui le pensent. On le verra tout à l'heure, je cite un ou deux auteurs. Voilà. Maintenant, parlons du numérique. Alors là encore, pas de jugement de valeur. J'ai essayé de vous faire un tableau de l'individualisme relativement neutre. Bon, parce que c'est ni bien ni mal. C'est quelque chose qui se passe, c'est tout, sous nos yeux. Il faut le comprendre et en tenir compte. En famille, dans l'église, dans les entreprises, dans la démocratie et à l'école. Il faut en tenir compte. Si on ne tient pas compte de ce phénomène, on va chercher à résoudre des mauvais problèmes, on n'aura pas pris le problème à sa racine. Le numérique, même chose. Le numérique n'est qu'une techno, c'est la capsule Nespresso. Le numérique n'a rien fait. Il a été là au bon moment et on l'a utilisé. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être discutable. Mais en lui-même, qu'est-ce que vous voulez qu'on accuse une techno, hein? Alors, qu'est-ce que c'est le numérique déjà? Alors, on pense tout de suite Internet. Bon, oui, Internet, bien sûr. Mais moi, je dis digitalisation. C'est le fait de mettre sous forme digitale. C'est le fait de mettre en chiffres tout. On a mis la musique en chiffres. On a mis les savoirs en chiffres. On fait des catégories, quand on évalue les gens, on fait, etc. Tout est mis en chiffres. Même les sites de rencontres
mettre les personnalités des gens hein, sous forme de chiffres. Ah ben vous êtes ceci, vous êtes un peu jaloux, vous aimez les arts, vous détestez la musique ou je sais pas quoi. Bon, on met des chiffres. Et ces chiffres, ben, c'est magnifique parce que ça permet un tas de choses. Avec un ordinateur, vous savez qu'à partir du moment où il y a des chiffres, ben, on fait tout ce qu'on veut derrière. On peut les trier, les associer, on peut les comparer à d'autres chiffres. Ben voilà, j'ai fait le profil de monsieur et puis il y a madame qui arrive. J'ai chiffré son profil, je chiffre le profil, je regarde si ça peut matcher. C'est comme ça que ça marche. C'est par la digitalisation, le passage aux chiffres, qu'on fait tout un tas de choses. Et toutes les applis qu'on trouve sur nos smartphones marchent grâce au fait que tout est devenu chiffre. C'est là que se situe un problème. Croire qu'on peut réduire l'homme à des chiffres est une erreur majeure. Et beaucoup de gens pensent absolument cette idée-là, et qu'on arrivera progressivement à faire une description tellement précise, avec une résolution tellement fine de la personne humaine, qu'on arrivera à la caractériser sous forme de chiffres. Évidemment, ces gens-là voient la personne humaine comme un amas de cellules et de matière. Ils refusent de voir toute autre aspiration ou toute autre dimension spirituelle autour de la personne. Donc vous voyez, derrière ces histoires de digitalisation, d'applis, de smartphones et tout ça, il y a une technologie qui est basée donc sur une philosophie qui est l'homme est un algorithme. Il y a un livre très célèbre hein, qui a eu un succès monumental qui s'appelle Homo Deus, un best-seller mondial, hein, qui dit cela, ce que je viens de vous dire là. Et c'est tellement bien étayé, si vous lisez le livre, ben, vous finissez par être convaincu, quoi. C'est de la folie. Mais voilà, beaucoup de gens croient et pensent que l'homme peut être réduit à un ensemble de chiffres. Alors tout ça, c'est comme je l'ai dit, hein, il ne faut pas jeter les choses parce que d'abord, ça ne sert à rien, on pourra jamais refuser ces technologies qui ont maintenant imprégné nos vies et toute la planète. Là encore, vous voyez, à la vitesse à laquelle ça s'est déployé sur la Terre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une nouveauté se déploie aussi vite sur toute la surface du globe. J'ai bien dit toute. Vous allez en Afrique, vous voyez les gens qui sont passés au smartphone alors qu'il n'y a même pas le téléphone fixe avec les fils. On est passé directement à la génération smartphone. Donc c'est quelque chose d'absolument phénoménal. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et donc il faut essayer de canaliser et non pas chercher à refuser. Ça sert à rien. Alors, pour beaucoup d'entreprises, c'est une affaire de business. Vous savez que les GAFAM, hein, fameux Google, Amazon, Facebook, etc., sont des entreprises qui ont atteint des tailles, des puissances, des chiffres d'affaires absolument colossaux, supérieurs à bien des pays dont les PIB sont bien plus faibles. Donc, c'est la première fois encore, là aussi, dans l'histoire des entreprises, qu'on voit des énormes entreprises multinationales qui ont pris des puissances pareilles et qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Dans un pays, on sait très bien qu'ils sont capables de manipuler les élections. Grâce aux réseaux sociaux, ce n'est pas extrêmement difficile. Techniquement, il ne faut pas être un génie de l'informatique pour construire un petit algorithme qui envoie des milliers de messages sur les réseaux sociaux à des populations bien ciblées. Alors, on connaît les gens parce qu'on les a profilés dans le passé, en sachant ce qu'ils font sur Internet, on sait qui ils sont. À partir de là, on leur pousse des informations qui vont progressivement les formater d'une certaine manière. Évidemment,
pour influencer les élections, par exemple. Donc, toutes ces choses sont à la fois magnifiques parce qu'on gagne en performance, on gagne en accessibilité. Je peux accéder à des milliers, milliards de conférences passionnantes, à des contenus partout. Wikipédia, j'allais oublier, c'est une chose magnifique, première dans l'histoire de l'humanité. On réunit toute la connaissance des humains. Même les Diderot et d'Alembert sont largement enfoncés parce que Wikipédia, tellement extraordinaire, il y a tout. Bon, et voilà. Et donc, on a tout un tas de bénéfices et en même temps, beaucoup de risques. J'ai parlé des réseaux sociaux et des manipulations de la démocratie, mais il y a bien d'autres problèmes qu'on verra tout à l'heure. Pour l'enseignement, bah, évidemment, ça a sauvé quand même nos élèves pendant le confinement. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est pas bien, on peut dire que c'est pas super, etc. Mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas comment on aurait fait pendant le confinement, franchement. Là, je ne veux pas dire que c'est loin d'être parfait, mais enfin, en tout cas, on a pu sauver la mise. Les études commencent à sortir de l'après-confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pour les élèves qui ont utilisé fortement le numérique de chez eux pour essayer de continuer à apprendre? Là, on voit deux choses, c'est que le retour au rythme et à la vie scolaire est difficile. Parce qu'ils ont été trop isolés, seuls, face à leur écran. Et quand ils n'étaient pas sur l'enseignement, ils étaient sur un jeu. Résultat, isolement. Et ensuite, quand il faut à nouveau être confronté à tout un tas d'enfants dans la cour de l'école, dans une classe et tout, difficulté. Difficulté à retrouver des rythmes. Parce que c'est la même chose pour les salariés d'ailleurs. Les études montrent la même chose. Quand on a beaucoup télétravaillé, c'est super parce que j'ai un choix, je vais un peu m'organiser comme je veux. Oh, ben, s'il faut passer 1 heure pour faire travailler un petit peu mon fils qui a un petit problème, etc., je le fais au milieu de ma journée de travail. Ça ne va pas se voir, je travaillerai un petit peu plus tard, ce soir. Et à la fin, ça revient au même. Oui, on a donc des rythmes choisis. Mais lorsque l'employeur dit « faut maintenant terminer », tout le monde revient à la maison, pardon, revient dans l'entreprise 3 jours par semaine, ben, il faut retrouver un rythme. Je me lève à telle heure, j'arrive à telle heure, je fais ceci, j'ai des réunions, j'ai des machins, des trucs et tout ça. Et ce n'est pas facile d'avoir des changements de rythme. Tous les sportifs le savent. La difficulté, c'est les ruptures de rythme. Et puis les écarts de niveau se sont creusés pendant le confinement. Bon, ça, il fallait s'y attendre. On sait très bien que si les parents étaient là derrière pour obliger les enfants, pour faire ceci, pour les accompagner, les aider là, bon, bah, tout se passe bien. Et s'il n'y a personne, évidemment, ça se passe beaucoup moins bien. Bon, je voudrais encore évoquer 2-3 choses autour du numérique. Donc, vous voyez, le tableau, il est en équilibre entre des bénéfices très nombreux, des difficultés nombreuses aussi. Alors, après, il y a des risques et on les constate un peu partout, chez les élèves comme ailleurs. Hein. C'est la surcharge informationnelle, la dispersion. Vous savez, on a fait des tests avec des élèves en leur donnant des outils numériques pour apprendre des choses, trucs très ludiques avec des hypertextes. Donc là, je clique, ça m'emmène ici, puis après je vais là, puis plein de petites vidéos, et puis des images, tout extrêmement bien fait. Ben, on se rend compte qu'en déstructurant le contenu, qui n'est plus comme dans un livre, chapitre 1 avec paragraphe 1, paragraphe 2, chapitre 2, donc c'est beaucoup plus hypertextuel. Donc ça ressemble à un réseau. C'est beaucoup plus difficile d'assimiler les concepts qui se trouvent là derrière. On assimile des bribes d'informations, mais on a plus de mal à les relier et à trouver par soi-même le concept qui se trouve en arrière. Alors si on a un prof très brillant qui peut accompagner l'élève dans cette exploration hypertextuelle pour remettre les concepts bien en place, tout va bien. Sinon,
on sent qu'il y a une dispersion et les enfants sont attirés par ceci, puis attirés par cela. Là où ça bouge, là où il y a de la couleur, là où c'est un peu marrant, genre dessin animé, ils vont en priorité, ils ne lisent pas le texte. Ça, c'est les psychologues qui ont fait des tests très précis et c'est 100%. On est attiré par les petites images, les petits machins qui bougent, les petits, hein, et puis le bout de texte là, on ne le lit pas. Bon, donc problème de concentration. Et chez les élèves, donc c'est extrêmement présent malheureusement. Je passe sur le sujet des addictions. Vous savez très bien qu'un certain nombre d'élèves se couchent à pas d'heure, à 3 heures du matin, parce qu'ils restent sur leur jeu ou ils restent sur leurs réseaux sociaux. Et ils arrivent le lendemain matin à l'école, évidemment complètement crevés, et ils dorment grosso modo jusqu'à 11h30 du matin. Enfin, ils somnolent devant le prof. Alors certains profs disent « Ah, ben il faudrait reculer l'heure de début d'école, commencer à 9h ou 9h30. » Bon, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cette problématique d'addiction au numérique, au smartphone en particulier, à travers les réseaux sociaux, et les jeux vidéo. S'il n'y a pas le sommeil, on sait très bien les difficultés d'apprentissage que ça implique. Là, je vous donnerai les références d'un livre de Stanislas Dehaene qui montre très clairement que l'apprentissage ne se cristallise véritablement que la nuit pendant le sommeil. Donc, si on a des nuits trop courtes, ben on n'apprend pas bien, on ne mémorise pas bien. Tout ça est extrêmement documenté, clair. Donc, il y a cette difficulté à gérer le sommeil des élèves qui est très importante. Et puis, la bulle informationnelle, je voulais juste en dire un mot parce que ça ne concerne pas tellement l'école, c'est plus général. Vous le savez très bien, j'ai parlé tout à l'heure des profils. Hein, on profile les gens en fonction de ce que vous faites sur Internet, on sait ce que vous aimez, et après, on va vous produire l'information que vous aimez. Et progressivement, les algorithmes, il n'y a pas une intention mauvaise derrière, il y a simplement des algorithmes qui tournent, qui en permanence regardent ce que vous faites, indexent et caractérisent vos centres d'intérêt, et ensuite vous recrachent ce qui vous intéresse. Et quand vous faites une recherche sur un mot donné, monsieur, ben, vous n'aurez pas la même réponse que vous, monsieur, parce que l'algorithme va donner des choses à l'un qui ne sont pas les mêmes à l'autre. Et progressivement, ce système arrive à quelque chose de dramatique, c'est qu'on s'enferme dans nos bulles. On appelle ça parfois des chambres d'écho. Je ne sais pas si vous avez vu cette expression. La chambre d'écho, ben c'est pas mal aussi, c'est qu'on est là, ben oui, on a l'impression que tout le monde est d'accord avec eux. Ah ben, c'est sympa, tout le monde est d'accord avec moi. Ben évidemment, tout le monde est d'accord avec vous, parce qu'on vous envoie que les gens qui sont d'accord et que les informations qui sont d'accord avec vous. Et donc, il y a ce fameux biais de confirmation. Progressivement, vous vous dites que vous avez raison. De plus en plus raison. Et alors, l'ouverture aux autres, l'ouverture à des sujets variés, l'ouverture à des opinions différentes, se ferme, d'où l'expression bulle informationnelle. Alors, terminons par un point pour les risques du numérique, c'est le manque de temps, parce qu'on voit bien que le numérique, chez les élèves, chez les ados et chez nous, beaucoup d'adultes, hein, même chose, nous prend une énergie et un temps colossal. Entre les vidéos sur YouTube, même chose, YouTube vous abreuve de vidéos toujours passionnantes. Ils connaissent ce que vous aimez, donc ils vous envoient les choses et vous êtes sûr d'aimer. Donc vous êtes sûr d'y aller et vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Mais ceci fait qu'on peut y rester des journées. Les séries sont construites sur la même idée. Les séries, vous savez, ces séries qui ont un nombre de saisons absolument incalculable, un nombre d'épisodes incroyable. Vous avez des gens qui regardent 10 épisodes en une soirée, bon, donc là aussi, ils se couchent à pas d'heure. Et évidemment, tout est tellement bien calculé pour tenir l'attention et créer une espèce
d'envie d'aller toujours un petit peu plus loin que les gens sont capturés par ce phénomène des séries. Plus la communication avec la terre entière, tous nos amis qu'on peut avoir, plus les réseaux sociaux. Donc, on passe de plus en plus de temps. Et comme la journée ne fait que 24 heures et que notre énergie mentale n'est pas énorme, elle a ses limites, eh bien forcément, on est obligé de faire des impasses. Alors, certains font des impasses sur le social, ils ne voient plus personne, ils s'enferment finalement. D'autres font des impasses complètes sur la lecture, ne lisent plus jamais un livre, la télévision terminée, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus un journal, plus un livre et qui ne regardent plus jamais la télévision. Ils ne font que les vidéos YouTube. Et puis, comment voulez-vous avoir du temps pour la spiritualité? Voilà une dimension qui disparaît parce que là, avec le phénomène du numérique, tout devient horizontal, tout devient nivelé et toute l'énergie est prise par la dimension horizontale. Et donc le vertical, qui demande un peu de temps, un peu de silence, un peu de recueillement, n'a plus la possibilité de s'exprimer. Donc voilà d'autres risques que je voulais dire au passage. Alors simplement, je termine cette deuxième partie autour du numérique en disant la chose, enfin, qui me paraît vraiment importante de comprendre, c'est que l'individualisme a permis au numérique de se déployer si vite et d'imprégner nos vies si intensément. Deuxièmement, le numérique, en retour, là il y a une boucle qui se forme, augmente certaines facettes individualistes chez nous. Comme je disais tout à l'heure, je me fais plaisir, je regarde les… Il y a quelqu'un qui se connecte. Je regarde les vidéos qui me plaisent, etc., etc. Donc, on est toujours dans une recherche de plaisir individuel. Donc, on a, avec le numérique, cette possibilité de se faire plaisir en permanence. Donc, il y a un côté narcissique. Il y a aussi ce côté autopromotion. Vous savez, sur les réseaux sociaux, je peux me créer un personnage très différent de qui je suis vraiment, qui devient une espèce d'image de moi, de ce que je voudrais, et évidemment, une personne bien plus remarquable que ce que je suis. Donc on se promeut en permanence. Le phénomène des selfies, il est quand même très intéressant. Vous allez visiter un site historique énorme, quelque chose de vraiment bon. Les gens, avant même d'avoir contemplé ce site historique, on cherche comment faire un selfie le mieux possible avec, voilà, comme si, avec la perche, vous savez, les Chinois, alors, les Asiatiques, ils ont tous des perches pour pouvoir avoir un meilleur selfie. Mais c'est hallucinant. Et ensuite, évidemment, ça ne suffit pas d'avoir un selfie, on le partage. Et le nombre de photos qui est prise chaque jour par les humains dépasse tout ce qu'on a appris dans le passé pendant des décennies avant le numérique. Je ne vous dis pas les implications écologiques que ça peut avoir, énergétiques en particulier. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Enfin, bon, elle existe, elle est véritable. Voilà, donc je termine cette deuxième partie en faisant à nouveau une petite pause. Questions, commentaires, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Alors ça, c'est une question aussi difficile qu'intéressante. Hein? Alors, la question est, peut-on numériser la conscience? Vous savez que les mouvements transhumanistes font le rêve de pouvoir télécharger la conscience, enfin pas la conscience, mais l'ensemble des activités neuronales mentales d'une personne dans un ordinateur. Et ils pensent qu'à ce moment-là, la conscience sera téléchargée avec, parce que la conscience n'est que l'émergence d'un truc
un peu exceptionnel, il faut reconnaître, mais enfin, bon, l'émergence d'une activité neuronale. Donc là encore, les mouvements transhumanistes très proches de ces gourous des technos numériques et de l'intelligence artificielle ont cette vue de l'homme algorithme, comme je disais tout à l'heure. L'homme est intelligent, certes, mais finalement, sa conscience, c'est qu'une émanation d'un réseau extrêmement complexe qu'on ne connaît pas très bien. Mais si je télécharge ce réseau, ben la conscience va venir avec. Première hypothèse. Hypothèse, parce qu'ils n'ont aucune preuve, pas le début de la moindre petite preuve de quoi que ce soit là-dessus. Mais ils travaillent beaucoup et ils ont beaucoup d'argent. Hein. Et puis, deuxième idée, évidemment, je pense à Thierry Magnin qui a fait là-dessus des papiers très intéressants, qui veut dire non, il y a des réseaux de neurones extrêmement complexes dans nos cerveaux, oui, ça forme des schémas mentaux, des signaux qui se promènent dans tous les sens, etc. Mais la conscience est quelque chose qui nous vient de Dieu et qui ne peut pas être résumé à un ensemble de signaux à l'intérieur d'un réseau. Alors, les hypothèses, il y en a plusieurs. Voilà les deux extrêmes. Hein. Maintenant, moi, mon opinion personnelle, c'est plutôt c'est de répondre par la négative. La conscience n'est pas numérisable et ne rentrera pas dans un ordinateur. On retrouve des questions de philosophie naturelle. Exactement. Un peu en parallèle avec Alors, une question, je suis passé dans mon familial sur mon extraterrestre quand j'ai dit que je n'aimais pas l'expression intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous? Alors, quelqu'un pose la question en disant « je n'aime pas l'expression intelligence artificielle ». Et vous avez tout à fait raison. Hein. C'est une expression qui est, qui est un raccourci qu'on a utilisé depuis les années 60, hein, c'est pas d'hier, et qui simplement disait, ben, avec un ordinateur, si je peux faire des choses qui normalement relèvent de l'intelligence humaine, jouer très bien aux échecs par exemple, bon, ben, c'est quand même une certaine forme d'intelligence. Mais comme elle vient d'un ordinateur, on va l'appeler artificielle. Voilà. Et de là, on a fait une espèce d'extrapolation et maintenant on parle des intelligences artificielles. Alors là, on se dit, oulala, ce sont des quasi-humains, c'est pas possible. Les intelligences artificielles, on a l'impression de les personnifier. Ce sont que des systèmes, des amas de silicone, rien de plus. Donc vous avez tout à fait raison. Alors, question sur le chat. Vous n'avez pas parlé du risque mentionné, vous n'avez pas mentionné la rupture avec tous ceux qui n'ont pas accès. L'électronisme. Alors, vous avez tout à fait raison, hein, c'est un vrai sujet. Moi, je pense néanmoins que c'est quand même un sujet relativement temporaire. C'est-à-dire que les facilités d'accès s'améliorent de jour en jour, même à la campagne. Donc, je pense que la difficulté, elle sera plus dans l'accès au sens les infrastructures sont-elles disponibles, les réseaux sont-ils là ou pas, mais plutôt dans nos capacités intellectuelles. Il faut une certaine agilité. On sait que les personnes âgées ont du mal parce que tout ça n'est pas intuitif du tout pour elles, alors que ça l'est beaucoup plus pour les enfants et les ados. Donc je pense non pas que le sujet est inintéressant, hein, il faut lutter contre, et il y a des choses qui se font dans ce sens-là, mais je pense que c'est relativement ponctuel comme problématique si on regarde sur une longue période. Si je regarde à échelle, je ne sais pas moi, de 30 ans, une génération, 25 ans, je pense que le sujet va vraiment diminuer. Il ne sera jamais zéro, hein, mais il va diminuer. Une question sur les. Comment dire, est-ce que tous les dépôts, c'est très bien résumé là tout de suite, est-ce qu'on compare
problème de jeunesse, c'est-à-dire est-ce que c'est pas parce que c'est des technologies qui ne sont pas encore complètement maîtrisées, donc on n'a pas vu tous les aspects éventuellement négatifs et qu'il faut apprendre et que ce sera peut-être un peu mieux dans 10 ou 15 ans. Oui, je crois que c'est très très vrai ce que tu dis. Je me rappelle un peu quand la télévision est arrivée dans ma famille, et je crois que c'était le cas dans beaucoup de familles, on regardait la télévision tout le temps, quoi. Je veux dire, on était complètement scotché devant l'écran de télévision et progressivement on a géré et on l'a regardé. Et on l'a regardé moins, ou on a choisi un peu plus les choses, etc. Donc je suis sûr qu'il y a une évolution de l'usage également qui est en cours, qui va se faire. Et c'est pour ça que à l'école, dans les programmes de l'éducation nationale, il y a des choses très très bien pour essayer d'éduquer justement à l'utilisation des outils numériques, pour d'abord les démystifier, comme vous dites, ce ne sont pas des intelligences, hein, c'est jamais que des outils, des algorithmes, et donc les démystifier, et puis ensuite savoir les utiliser d'une manière, disons, qui éviterait les gros risques, qui éviterait les gros pièges. Voilà. Donc oui, je suis sûr qu'il y aura une amélioration qui va se produire. Ceci dit, il y a un phénomène quand même très important. On remarque que le cerveau des enfants ne se développe pas tout à fait de la même manière pour ceux qui sont beaucoup devant les écrans, devant le numérique. Ça, c'est quand même très troublant. Alors, les optimistes disent, bon, c'est pas grave, avec la plasticité du cerveau, tout ça, ça va se remettre en ordre quelques années plus tard, il n'y a pas de problème. Et d'autres disent, non, on est en train de créer des gens dont le cerveau n'est pas tout à fait structuré à l'identique des autres enfants. Et la raison, elle est assez, enfin, il y a une raison qui est assez facile à comprendre, c'est que le rapport à la matière, au réel, aux choses, les sens, est moins développé, et le rapport au texte, aux images, à l'émotion, parce que c'est très émotionnel les images, hein, se surdéveloppe. Alors, est-ce que tout ça va se rééquilibrer, ou est-ce qu'il y a vraiment des… S'il te plaît, mon mouchoir. Donc, il se passe des choses comme ça qui font que ce n'est pas qu'une question d'usage, là, c'est aussi peut-être des choses un peu plus profondes. Je termine sur… pardon, voilà. Alors, à l'école, le numérique. Eh bien, il y a des choses assez extraordinaires qui se passent. Par exemple, des systèmes d'entraînement aux langues étrangères. Alors, on sait qu'en France, on n'est pas très, très brillant dans le domaine des langues étrangères. Donc là, ça permettrait d'avoir la possibilité de parler avec son ordinateur. Donc, on n'a pas peur, par exemple, de mal prononcer, que les autres rigolent, que le prof… non, on a là des outils qui peuvent vraiment permettre de dépasser les blocages psychologiques des élèves. Parce qu'ils sont dans les langues, on sait bien que le premier blocage, c'est cette peur d'être ridicule, de ne pas bien prononcer. Donc là, on enlève cette barrière. Il y a aussi des outils d'intelligence artificielle pour mieux guider les élèves dans tous ces contenus. Vous savez, on le met à disposition des élèves des tas de contenus. Ils peuvent trouver des tas de trucs en géographie, en histoire, en maths, en sciences. Ils sont complètement noyés. Et il y a des outils qui permettent de mieux guider. Vous allez apprendre telle chose, après on vous conseille d'aller voir telle autre et puis telle autre. Tandis que si vous allez voir directement là, vous aurez, etc. Donc il y a vraiment à ce moment-là un outil capable de caractériser le niveau de la personne, ses manières d'apprendre, et ensuite d'aller chercher les contenus qui vont mieux s'ajuster à ses besoins. C'est assez brillant, hein. Et donc, ça permet de construire des tutoriels intelligents. Alors, dans le temps, on parlait de l'enseignement assisté par ordinateur. Maintenant, on appelle ça des tutoriels intelligents, mais c'est exactement pareil, hein.
C'est que dans ce cas-là, on construit tout un cheminement avec des branches, évidemment, en fonction des niveaux des élèves, etc. Donc, c'est extrêmement bien fait. Il y a aussi beaucoup d'hypertextes et des contenus variés, des vidéos, pas que du texte. Et donc, à ce moment-là, l'élève peut apprendre en étant dans un univers qui a été préstructuré pour lui, enfin, pas pour lui, enfin, qui a été préétudié, préstructuré, et lui va faire là-dedans son cheminement personnel en fonction de son niveau, au milieu de cet ensemble pré-organisé par des pédagogues à l'avance. Voilà. Donc, ça marche très, très bien. Hein. Après, on trouve des outils qui sont dédiés à tous les problèmes, les 10, dyslexie, dysphasie, bon, alors là, je ne les connais pas tous, dysorthographie, bon, il y a plein de choses, dyscalculie, bon. Et donc, on est en train de mettre au point des outils spéciaux. J'oublie aussi pour les troubles autistiques. C'est très intéressant, ça, parce que les élèves sont aussi très souvent chahutés par les autres parce qu'ils ne suivent pas, parce qu'ils ne s'expriment pas très bien, parce qu'ils n'ont pas compris, parce que… Bon, là, ils peuvent reprendre avec la machine, sans jugement, en étant tout à fait sûrs d'avoir des bonnes choses adaptées à eux, à leurs problèmes. Si vous êtes dyslexique, eh bien, les outils vont vous aider à dépasser ou à, je sais pas, à contrôler, à améliorer votre lacune dyslexique. Vous avez des systèmes d'évaluation automatiques. Alors là, vous savez, le fameux problème des profs, corriger les copies, c'est l'enfer. Ah oui, quand on a des paquets de copies comme ça, eh bien, on a des outils qui sont capables de prendre les copies, hein, vous les scannez, et puis l'outil est capable de faire la lecture et d'aller repérer si l'élève a bien compris certaines choses, a bien retraduit certaines choses, et donc ça permet d'évaluer complètement automatiquement les élèves. Alors là, c'est très polémique, ce truc-là. Il y a des profs qui ne veulent pas en entendre parler, on comprend, parce que ce n'est pas juste une copie, on évalue aussi un élève, on évalue beaucoup de choses, il y a le contexte, et donc il y a beaucoup de profs qui sont farouchement contre. Mais ça fait son chemin, hein, c'est en train de progresser. Voilà. Alors on appelle tout ça l'éducation augmentée. Vous savez, il y a l'homme augmenté, hein, les transhumanistes qui veulent faire des hommes augmentés, donc avec des performances intellectuelles et physiques énormes. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On va augmenter l'éducation pour pas seulement avoir le système prof-élève et devoir, études, tout ce que vous voulez, mais en plus l'augmenter avec ces outils. Et c'est là que on trouve ça brillant, on trouve ça génial et on trouve ça compliqué. Et si vous regardez les articles en ce moment, il y a beaucoup de rapports négatifs sur l'introduction du numérique à l'école parce qu'on n'a pas su correctement le déployer, former les profs pour qu'à la fin, ça porte vraiment son fruit. J'ai même entendu récemment une école dans laquelle on a installé des tas de tableaux numériques, d'ordinateurs partout, mais sauf qu'il n'y a pas le Wi-Fi. Alors bon, ben, on ne peut pas se connecter. Donc bon, des choses aberrantes, c'est bon, c'est l'administration. Passons. Alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Il est 22 heures, on n'en a pas pour très longtemps, on va bientôt finir. Mais simplement, j'ai essayé de me représenter avec tout ce qu'on vient de dire, les grands dilemmes ou les grands équilibres dans lesquels on se trouve dans l'éducation nationale. Le premier, c'est donc l'individualisation. Je vous l'ai dit, à pas toutes les pages, mais j'exagère. Vous savez, j'ai le livre de… Il est là. Il est apporté. Je vous conseille hein, le livre de Jean-Michel Blanquer, donc, qui s'appelle « L'école de demain ».
dans lequel il donne son constat et les pistes pour faire évoluer les choses. Et ce qu'il fait est en ligne avec ça. Il va moins vite que là, mais enfin, il fait les choses. Bon. Beaucoup de ces pistes utilisent le mot individualisé, personnalisé. C'est un symptôme intéressant. Comme je vous le disais, la pédagogie, les pédagogues, les enseignants sont unanimes sur l'idée qu'il faut individualiser. Mais en face d'individualisation, le dilemme, c'est qu'on va peut-être perdre la socialisation, on va peut-être perdre l'esprit collectif et le vivre ensemble. Donc là, premier dilemme. Deuxième dilemme, c'est l'autorité, l'effet maître. J'aime beaucoup l'effet maître. Je l'ai connu. L'effet maître, hein, c'est quand on a un maître brillant, eh bien, on l'aime et on devient brillant dans la matière qu'il enseigne. On a tous connu ça. C'est souvent des maîtres exigeants, c'est souvent des maîtres très rigoureux, mais justes et qu'on respecte, qui sont légitimes. Donc d'un côté, on a un peu ce maître à l'ancienne, autorité, structure, rigueur. Et puis de l'autre côté, on a cette recherche de bienveillance, de liberté. On veut que les enfants puissent aller à leur rythme, partager avec les autres. Donc on a un peu un tiraillement, une tension entre ces deux extrêmes. Deuxième difficulté. D'un côté, on a besoin de temps de concentration long pour approfondir. Si on veut rentrer dans une théorie en physique, ou si on veut rentrer dans une œuvre littéraire un peu exigeante, je sais pas moi, un poème de Baudelaire et tout, c'est pas en lisant sur un coin de table en 3 secondes et demie, quoi. Il faut du temps. Il faut un approfondissement. Il faut de la répétition aussi, il faut y revenir. Je vais comprendre des choses, mais à la deuxième lecture, d'autres choses. Et de l'autre côté, on aime en ce moment l'hypertexte, le zapping, et on se concentre de manière courte. Les fameuses vidéos YouTube, hein, c'est le coup du succès. Ce n'est pas les conférences qui durent 2 heures, là, celles qu'on a fait, si on la met sur YouTube, Bernard, elle ne va pas. Non, vous savez, cette espèce de petites conférences un peu punchy, très bien, mais c'est super parce que ça peut éveiller à une idée. Hein. Mais voilà, on a ce dilemme, d'un côté approfondissement long, et puis de l'autre court, concentration. Et puis même chose, il y a la présentation textuelle. Bon ben voilà, comme je disais tout à l'heure, chapitre, paragraphe, etc. Bon, tout ça, ça a été pensé par l'auteur. Il n'a pas mis les choses dans n'importe quel ordre. Et puis, de l'autre côté, on est dans les présentations visuelles, on met des petits schémas, des petits bonhommes qui bougent et tout, on met des hypertextes, etc. C'est ludique. Mais comme je disais tout à l'heure, si on va beaucoup dans l'un, on n'arrive plus à faire l'autre. Donc là aussi, tension entre ces deux extrémités de l'horizontale. Troisième dilemme, c'est entre les compétences techniques, comme je disais tout à l'heure, c'est que nos pédagogues veulent former à des compétences techniques, à des métiers. Il faut rentrer dans la vie professionnelle, il faut savoir faire ceci, cela. Donc, on vous fait un référentiel de savoir et on va cocher les cases. Vous savez ça? Oui. Vous savez ça? Oui. Vous savez ça? Bon, ok, vous pouvez y aller. Allez où? Ben, allez faire un BTS de ceci, faire une école de cela, etc. Donc, on oriente vers la profession. Et puis de l'autre côté, il y a les humanités. Ça n'a pas tout à fait disparu quand même. Il ne faut pas exagérer. Hein, la culture générale. Mais la culture générale, elle est en péril. On est en train de supprimer les examens de culture générale à Sciences Po parce que les gens ne savent plus. Et ce n'est pas qu'ils ne savent plus, mais c'est qu'ils n'ont pas envie tellement d'avoir cette culture générale. C'est quoi la culture générale? Finalement, ben c'est en savoir un peu sur les sciences autant que sur les lettres, la philo, la géo, le ceci, le cela, et ne pas être complètement nul dans un domaine. Or, aujourd'hui, vous voyez des gens super spécialisés, puis alors à côté, mais c'est 0 de 0.
Donc, on voit que là, il y a un tiraillement. Comment faire les deux? Et puis après, il y a ce tiraillement entre l'horizontal et le vertical dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus on fait dans l'horizontal, le matériel, l'immanent, et moins on élève le débat, pour prendre un mot très neutre. Moins la spiritualité a des chances de se développer, moins les prises de conscience, vous parlez de la conscience, les prises de conscience un peu larges ne se font plus, parce qu'on est scotché sur ma vidéo, mon machin, mon truc. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est d'accord avec ces dilemmes? Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est moi qui ai inventé ce petit schéma. C'est qu'en fait, l'individualisme comme le numérique, et cette espèce de boucle que je vous ai indiquée, individualisme numérique, a tendance à déformer les croix en tirant toujours vers le bas et vers la gauche. Donc, il n'y a pas de politique là-dedans. J'ai mis les choses comme ça, mais je les ai mises de manière à ce que à chaque fois, ça tirait dans ce sens-là. Donc, vous pouvez regarder hein, ici, voilà, on tire vers les compétences techniques, on tire vers l'horizontal et le matériel. On tire vers le visuel et le ludique, on tire vers le zapping et l'hypertexte. On tire vers la bienveillance et la liberté de choix, on tire vers la personnalisation, l'individualisation. À chaque fois. Et le bouquin de Blanquer en est un bon exemple. Alors évidemment, cette déformation, bon, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, est accentuée par le contexte dans lequel on vit, qui est assez anxiogène, la planète va mal, le virus, les machins, tout ça. Je passe là-dessus. Ça ne fait que amplifier les phénomènes que je dis. Alors, qu'est-ce que je propose? Si on prend conscience de ces croix qui se déforment, il faut faire un effort pour essayer de les reformer, donc de tirer vers le haut et vers la droite. Donc, vous m'avez compris, on tire vers le haut, vers la droite, c'est-à-dire promouvant, c'est français ça, en essayant de promouvoir les valeurs collectives, le vivre ensemble dans l'école, en promouvant l'autorité, la rigueur et la structure, il ne faut pas la mettre à la poubelle, en promouvant les temps de concentration longs, pas tout le temps, il ne s'agit pas de faire que l'un ou que l'autre, mais il s'agit d'équilibrer, en promouvant l'accès à des textes, à des présentations structurées, en promouvant le spirituel, en promouvant les humanités. Alors, dans le bouquin de Blanquer, c'est très intéressant parce qu'il compare l'Asie, la Finlande. Vous savez, on nous dit toujours la Finlande, c'est sensationnel, et puis la Corée, ils sont champions du monde en maths, et puis la Chine, puis Taïwan, puis nous, on est les nuls, quoi. C'est un peu agaçant. Hein. Alors, il dit une chose intéressante. Il dit, bon, ben voilà, le modèle Asie, c'est quoi? C'est rigueur, structure, répétition. C'est un peu notre école à l'ancienne, on pourrait le dire. Le modèle finlandais, c'est quoi? C'est le collectif, on fait. Mais ils sont des petites classes, mais ils sont peu nombreux, les Finlandais. Ils ne sont pas des milliards comme en Chine ou des dizaines de millions comme chez nous. Donc, ils ont des petites classes très homogènes. Nous, on a l'hétérogénéité et des grandes classes. Bon, mais ils ont un phénomène collectif, communautaire qui marche bien. Et puis, il y a le modèle français qui se cherche, mais qui cherche l'individualisation. Et donc, Blanquer dit, ben, essayons de faire un peu un mélange astucieux de ces trois modèles. Et moi, j'ai réalisé un truc. Bon, encore une fois, hein, ça vaut ce que ça vaut. Montessori, c'est très à la mode en ce moment. Hein. Donc, Montessori a une tendance assez individualiste. Mais il y a des magnifiques choses, dont le rapport à la matière dont je parlais tout à l'heure, dans la méthode Montessori. Chez Freinet, c'est le communautaire d'abord. Alors, on gère ensemble la classe, qu'est-ce qu'on va faire demain, alors on se réunit, on discute, machin. Donc, il y a des trucs sensationnels pour faire fonctionner le collectif. Et puis, j'ai découvert le père Fort,
il n'y a pas très longtemps, je dois vous l'avouer, il y a juste 1 an, la première fois que je fais cette conférence, le père Fort, lui, a dit, ben voilà, moi je voudrais un enseignement personnalisé et communautaire. Et il a écrit des livres absolument passionnants qui cherchent cet équilibre entre le personnalisé, l'individuel, si vous voulez, et le collectif. Donc, il a pris, sans le savoir, des morceaux de Montessori et de Freinet, et ça donne quelque chose de tout à fait remarquable. Bon, donc j'avance, il est tard, vous devez en avoir marre. Des pistes, prendre en compte évidemment ces changements sociologiques. Je disais tout à l'heure, un prof, un directeur d'école, mais la même chose, un directeur d'usine ou un chef d'entreprise qui n'aurait pas compris qu'il faut jouer la transparence, il faut jouer la participation, il faut expliquer aux gens, c'est absolument, et il faut être dans l'authenticité, dans la sincérité. S'il n'a pas compris ça, il ne saura pas manager, il ne saura pas gérer une classe, il ne saura pas faire fonctionner les individualistes que nous sommes. Donc, il faut prendre le temps de comprendre ces phénomènes sociologiques et les voir positivement. Pareil pour le numérique, il y a des tas de choses positives. Revaloriser le métier d'enseignant. Il y a beaucoup de choses dans le bouquin de Blanquer où il veut redonner du pouvoir à l'école, au directeur d'école, au prof à l'équipe professorale avec le directeur. Donc, il y a énormément de choses très intéressantes là-dessus. On sait que ça va mettre beaucoup de temps, la lourdeur administrative et tout ça, et également les relations avec les parents. L'idée, c'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont complètement paumés, qui ne comprennent plus rien de rien à l'école. Le numérique, par exemple, les nouvelles matières, la manière d'enseigner, tout a changé. Donc, comment voulez-vous, ils sont paumés. Certains ne connaissent pas très bien le français, donc encore plus paumés. Donc, il faut arriver à retricoter le lien entre parents et école. Et pour ça, il y a des moyens qui sont proposés là-dedans, qui sont très intéressants. La mallette des parents, par exemple, qui sont des ressources Internet. Bon, malheureusement, peut-être que l'électronisme va jouer des tours, là, je suis d'accord avec vous, qui permet aux parents d'avoir des textes très, très vulgarisés, très simples, pour comprendre comment fonctionne l'école d'aujourd'hui. Et l'orientation. Les gens sont paumés complètement sur les orientations, le parcours supplémentaire. C'est la cata. Hein. Donc, il faut absolument que les parents recomprennent et ensuite recomprennent le côté collectif versus individuel. Leur enfant n'est pas le centre du monde, il fait partie d'une classe et la classe fait partie d'un collège ou d'un lycée. Donc tout ça, c'est expliqué et je terminerai. Bon, ici, j'ai mis quelques pistes sur le collectif et le fraternel, mais je passe tout de suite à la fin pour dire oui, il faut faire un effort sur le collectif. Et je pense qu'on doit redonner finalement une finalité collective. La classe, ce n'est pas seulement d'apprendre à une personne à être meilleure et à trouver un boulot demain. Ça, c'est une vue individualiste de l'école. C'est aussi l'apprentissage d'une vie collective. Et c'est là qu'il faut faire des efforts de travaux en groupe, vous savez, ce qu'on faisait dans le temps, ces groupes un peu extrascolaires qui permettaient, on va aider telle chose, on va se renseigner sur telle chose. Donc, faire beaucoup plus de travaux entre les élèves pour, par exemple, aller au-devant des difficultés sociales, aller à l'aide des personnes en difficulté, etc., etc. Donc, on peut introduire dans l'école des initiatives beaucoup plus fraternelles et collectives pour compenser cette individualisation qui est là, qui n'est pas mauvaise, mais qui doit être compensée. Et puis, tout ça, ça m'amène à une dernière chose, c'est le spirituel. À force de bannir avec notre laïcité souvent un peu exagérée, de bannir le spirituel, on n'a plus jamais dans l'école le moyen d'élever les consciences.
Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire prendre conscience qu'on fait partie d'une humanité déjà. Tout à l'heure, je disais prendre conscience qu'on fait partie d'un pays. Bon, maintenant, c'est prendre conscience qu'on fait partie de l'humanité. Qu'est-ce qui rapproche tous ces hommes? Quels sont les enjeux de l'humanité? Ce n'est pas seulement sauver la planète, c'est sauver l'humanité. Et donc, il y a beaucoup de thèmes à développer sur cette élévation de la conscience, comprendre qu'on est dans un cosmos qui nous dépasse, comprendre qu'on peut être en relation avec Dieu sans que ça soit un gros mot. Ces choses-là, pour moi, sont des éléments essentiels pour remettre dans l'école les ferments de cette vie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui soit collective, fraternelle, et qui permettent à chacun de s'épanouir, mais en allant dans le sens de créer demain des citoyens qui vivront dans une société plus harmonieuse. Voilà. Donc voilà un petit peu les idées que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, il est un peu tard, j'ai été long, Bernard, désolé. Donc, néanmoins, si vous avez des questions, je serai content de les prendre. Je vous signale qu'il y a 3 livres qui nourrissent un peu enfin 4, qui nourrissent la réflexion de ce soir. Celui de François-Xavier Bellamy, je l'ai cité, Les Déshérités, L'urgence de transmettre, 2014. Celui de Jean-Michel Blanquer, donc que voici, sous-titré Proposition pour une éducation nationale rénovée. Celui de Stanislas Dehaene, Apprendre, point d'exclamation, les talents du cerveau, le défi des machines. Donc pour ceux qui s'intéressent aux questions intelligence artificielle, etc., lisez-le, je vous le conseille, il est très intéressant. Voilà. Et le mien, qui est ici, pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà les 4 livres qui ont nourri la réflexion de ce soir. Voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions. Un commentaire à faire. Vous n'avez pas du tout parlé des GAFA. Or, les GAFA sont devenus de superpuissances, si vous voulez. Et de mon point de vue, c'est que les GAFA sont devenus maintenant un obstacle concret à la spiritualité. Il y a donc, je trouve, un très bel exemple actuellement de cet ancien employé de Facebook qui va se présenter devant le Parlement bientôt pour donner son point de vue sur la manière dont finalement l'individu est manipulé. C'est ça. Et pourquoi est-ce que vous n'abordez pas ça? Si, je l'ai un petit peu parlé quand même. J'ai parlé des GAFA tout à l'heure, les GAFAM, hein, n'oubliez pas le M. Donc, c'est effectivement une vraie préoccupation et on peut se demander pourquoi, d'une part, on ne fait pas jouer les lois antitrust aux États-Unis et deuxièmement, pourquoi l'international, l'ensemble des pays ne mettent pas en place des régulations. On a fait le RGPD en Europe, c'est déjà pas mal, hein. Beaucoup de pays ne l'ont pas. Donc, la protection des données personnelles, c'est un truc européen, ce n'est pas un truc mondial. Et là, on peut se demander pourquoi il n'existe pas une réflexion mondiale, donc une convention de Genève bis qu'il faudrait inventer pour, comme vous dites, non pas les empêcher d'agir, mais les contraindre à des agissements éthiques et à rendre compte de ce qu'ils font. Parce qu'en fait, c'est surtout l'opacité derrière ces algorithmes, derrière les archives de données qu'ils peuvent faire, ça c'est extrêmement gênant. Je suis d'accord avec vous. Il y avait Michel Lemaire tout à l'heure sur la 5 qui parlait du sujet, qui est tenté, qui est mis en place en Europe justement, et qui disait en compte que ce n'était pas possible de laisser des entreprises, finalement, des individus, comment dirais-je, plus puissants que des pays. Oui, alors la question, enfin plutôt la question, le commentaire, c'est de dire les GAFAM sont plus puissantes que beaucoup de pays dans le monde, donc peuvent les faire chanter
peuvent manipuler les gens et les États très, très facilement. Et donc, il y a à rechercher des moyens de réguler au plan international, mais il faut que ce soit absolument mondial, quoi. S'il n'y a que la France qui bouge ou que l'Europe qui bouge, autant dire que ça ne sert à rien. Donc, très, très important sujet. Ouais. Juste un point, je suis tout à fait d'accord de toutes ces réflexions sur la pédagogie de manière d'enseigner. Mais je crois qu'il reste un sujet énorme, c'est qu'est-ce qu'on enseigne? Quel est le contenu? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Et je crois que là, il y a peut-être aussi une réflexion qui est peut-être, à mon avis, plus importante que la pédagogie. Alors là, le commentaire est sur les contenus. Et effectivement, la pédagogie, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on enseigne finalement? Ça, c'est une question redoutable, hein. Donc, je ne sais pas y répondre. La seule chose que je puis dire, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est ce phénomène de déconstruction qui coupe en petits morceaux, relativise, nivelle, met tout sur un même plan et met en doute l'ensemble des savoirs. Voilà quelque chose à combattre. Ça, là encore, je m'exprime vraiment à titre personnel, ce n'est pas du tout une opinion partagée par les sociologues ou quoi que ce soit, mais c'est la réponse que je pourrais faire, c'est de revenir aux fondamentaux. L'histoire de France s'apprend par une chronologie d'événements, point. Les mathématiques s'apprennent, etc. Alors, M. Blanquer va quand même pas mal dans ce sens, au moins jusqu'au collège. Il donne des pistes intéressantes sur ce sujet, mais difficile à trancher parce qu'on pourra toujours accuser un pouvoir quel qu'il soit, un État quel qu'il soit, d'orienter ou de vouloir manipuler ses élèves, enfin ses enfants, ses jeunes, à travers des contenus qui vont être présentés d'une manière ou d'une autre. C'est jamais 100% objectif, ça n'existe pas. Le théorème de Pythagore est relativement... Relativement. L'enseignement d'histoire en Inde actuellement... Ah oui, elle est dramatique. Voilà. Vous dites l'histoire? L'histoire en Inde, dans tout ça, c'est supprimé parce que ça ne fait pas aux indices. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y a des... Vous n'avez pas sur le problème de l'individualisme, le cas de l'Inde est plus complexe que celui de la Chine. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, nous parlons de l'Inde en disant qu'il se passe des phénomènes très complexes en termes d'individualisme, parce qu'il y a les phénomènes de clans, tout ça, ça donne une société très complexe vraiment à essayer à comprendre et à analyser. Et là, il y a des phénomènes terribles qui consistent à supprimer des sujets, qui consistent à orienter complètement l'éducation des enfants pour se mettre en ligne avec l'hindouisme. Dans le monde musulman, on sait qu'ils le font aussi à leur manière. Vous savez que les créationnistes aux États-Unis sont vent debout contre la théorie de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de l'évolution. Bon, tous ces phénomènes existent un peu partout dans le monde. Il faut s'en prémunir, mais je vous mets en garde parce que finalement, jamais on n'arrivera à se mettre d'accord sur une liste objective de contenu. Parce qu'il y a toujours un moment où on passe alors, le théorème de Pythagore, d'accord. Et puis après, on va passer à quelque chose. Bon, et puis après, on arrive dans les sciences humaines, et là, les interprétations sont multiples. On a parlé là du savoir, des acquis, vous avez parlé. Il y a aussi, la créativité qui est en cause. Et la créativité, elle se fait surtout pour le numérique, pour qu'il nous apporte encore plus. Donc, on devient moins créatif tous azimuts, si vous voulez. On est créatif pour bien utiliser les outils numériques. Je sens ça à l'école, les jeunes, les enfants, les petits-enfants et même les arrières. Oui, exactement. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein.